Bah en fait, je crois qu'on achète tous nos ampoules de travers depuis des décennies. Et on le fait tous, quoi. Ah ouais, complètement. C'est presque une norme. Ouais. Et ce petit mal de crâne insidieux, tu sais, cette espèce de fatigue qui s'installe quand on passe une heure à errer sous les vieux néons d'un supermarché. L'enfer. Bah c'est pas du tout un accident en fait. C'est le résultat direct d'une ingénierie qui est super invisible, mais d'une précision redoutable. C'est ça. Et à l'inverse, ce sentiment de confort super enveloppant qu'on ressent en s'asseyant dans le fauteuil du lobby d'un hôtel de luxe, bah c'est exactement la même mécanique, mais utilisée pour nous apaser, quoi. On s'appuie sur un document de référence qui est massif, un manuel de genre 150 pages, qui s'appelle Formation élite en éclairage professionnel. Et c'est un vrai pavé. Ouais, un pavé hyper technique. La mission, c'est de comprendre la différence entre juste visser une ampoule au plafond et la capacité à vraiment sculpter un espace avec la lumière. Et le premier truc qui saute aux yeux dans ces pages, c'est qu'il faut oublier tout le vocabulaire qu'on utilise au quotidien. Ah bah la première règle d'or, c'est la mort du watt. On bannit le watt. Ce qui est fou, parce que en magasin, le premier réflexe, c'est de chercher une 60 watts. Exactement. Sauf que le watt, ça mesure uniquement l'électricité que ton ampoule consomme. Ça mesure pas du tout la lumière qu'elle produit. Donc c'est un peu comme si, pour choisir une bagnole, on refusait de regarder sa vitesse ou son accélération, et qu'on basait notre choix juste sur la taille du réservoir d'essence, quoi. Ouais, c'est une super analogie. En gros, on évalue l'effort au lieu d'évaluer le résultat. Aujourd'hui, avec les LED, une petite diode qui consomme à peine 10 watts d'énergie va te cracher le même flux lumineux qu'une vieille ampoule incandescente qui en dévorait 75. Donc l'unité qui compte, c'est le lumen. Voilà, le lumen. C'est le volume brut de lumière qui est émis dans toutes les directions. Continuer de penser en watts aujourd'hui, c'est la garantie de complètement rater la conception de n'importe quel espace. Mais le manuel dit que le lumen tout seul, bah ça suffit pas non plus. Faut aussi comprendre ce qui arrive à cette lumière quand elle voyage dans la pièce. Et ça, c'est le luxe. C'est ça, le luxe, c'est le flux de lumière qui atterrit vraiment sur une surface. Genre le plan de travail de ton bureau ou les pages du bouquin que tu lis. Et la physique derrière ce voyage, elle est assez impitoyable, non? Oh, elle pardonne pas, c'est ce qu'on appelle la loi du carré inverse. La lumière, elle s'affaiblit pas de façon linéaire. Si tu mets une lampe à 1 mètre au-dessus d'une table, t'as un certain niveau de luxe. Ouais. Mais si tu remontes cette même lampe à 2 mètres, t'as doublé la distance. L'intuition nous dit, on perd la moitié de la lumière. Ce qui paraîtrait logique. Bah non. Le faisceau, il s'évase en 3 dimensions. Donc la même quantité de lumière doit couvrir une surface beaucoup plus large. Au final, on ne divise pas l'éclairement par 2, on le divise par 4. Ah ouais, par 4. Ce qui explique pourquoi certains hauts plafonds ont l'air d'engloutir totalement la lumière qu'on essaie d'y mettre. C'est exactement ça. Un petit changement de hauteur et tu détruis l'efficacité lumineuse au sol. Ok, donc on a les lumens et les lux. Ensuite, il y a la fameuse question de la couleur, Mhm. la température de couleur en Kelvin. Mhm. Le manuel détaille une échelle qui part de 1800 Kelvin, donc une teinte très ambrée, très chaude, un peu comme une flamme de bougie. Ouais. Et ça monte jusqu'à 6500 Kelvin, qui est cette espèce de lumière blanc, bleutée, hyper glaciale, typique des blocs opératoires. Mais il y a un truc qui m'a laissé perplexe dans le texte. Ah, quoi donc? Il y a une consigne qui interdit formellement de mélanger les températures avec plus de 500 Kelvin d'écart dans une même pièce. Genre, avoir une lampe de lecture à 2700 et un plafonnier à 3200 Kelvin, c'est un crime. Ouais, c'est la fameuse règle de l'harmonie. Mais honnêtement, je regarde chez moi, je suis certain que mes ampoules sont pas toutes du même lot. Est-ce qu'un cerveau humain normal remarque vraiment une si petite différence? J'ai l'impression que c'est du purisme de designer un peu déconnecté là. Alors, ton cerveau rationnel va pas s'en rendre compte du tout. Il y a personne qui entre dans un salon en se disant « Tiens, il y a 500 Kelvin d'écart entre la lampe et le plafond ». Bah oui, on est d'accord. Mais ton cerveau limbique, la partie la plus primitive, c'est une machine à analyser la cohérence de ton environnement. Faut pas oublier que pendant des centaines de milliers d'années, l'humain n'a connu que 2 sources de lumière. Le soleil et le feu. Exactement. Le soleil qui donne une lumière globale dont la teinte change selon l'heure et le feu qui est chaud et très localisé. Donc quand tu entres dans une pièce où les sources envoient des signaux contradictoires, ton inconscient hurle à l'anomalie. Ah, donc l'espace paraît juste bizarre sans qu'on sache pourquoi. Voilà, on appelle ça la dissonance visuelle. C'est ça qui crée ce sentiment diffus d'inconfort dans certains endroits où on n'a juste pas envie de s'éterniser. Ton corps sait que le soleil peut pas briller avec 2 teintes différentes au même moment dans la même grotte. C'est fou de voir ça sous l'angle de la biologie. Et cette perception subtile, ça s'applique aussi à l'indice de rendu des couleurs, l'IRC.
Oh, l'IRC, c'est crucial. Une ampoule peut cracher des milliers de lumens, mais si elle a un mauvais IRC, elle impute littéralement la réalité. La lumière blanche contient normalement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et le manuel insiste lourdement sur une fréquence en particulier, le R9, qui est le rouge saturé. Ouais, le R9. Ils disent que c'est vital dans le milieu médical et dans les musées. Pense au corps humain. Le sang circule juste sous notre peau. Peu importe la carnation, ce flux sanguin apporte une composante rouge vitale à notre apparence. Sous une ampoule chip qui coupe cette fréquence R9, Le rouge disparaît et on a l'air malade. direct, le visage prend un teint grisâtre. Donc quand on a l'impression d'avoir une mine affreuse dans le miroir de la salle de bain le matin, c'est souvent pas un manque de sommeil, c'est juste l'ampoule au-dessus du lavabo qui sait pas reproduire la couleur du sang. D'accord, c'est droit savoir pour l'estime de soi. Tu mentionnais les musées tout à l'heure. Et là-bas, la lumière, c'est une affaire de survie pour les œuvres. Ah oui, pas d'halogène. Jamais. Ouais, le manuel est clair. Les faisceaux doivent être super resserrés, genre 15 ou 20 degrés pour sculpter la peinture. Mais surtout, l'halogène bombarde la toile d'UV et d'infrarouge. La lumière devient une arme qui cuit et désintègre les pigments. La gestion de la chaleur, c'est la base. Et justement, cette histoire de chaleur, de l'outil qui s'autodétruit, on retrouve le même problème chez les particuliers, avec un objet hyper commun, le ruban LED. Ah, le ruban LED collé direct sous le meuble de cuisine ou derrière la télé. L'erreur absolue. C'est clair. Apparemment, un ruban LED ne doit jamais être posé nu. Il doit toujours être dans un profilet en aluminium. Toujours. Poser une LED sur du bois, c'est l'équivalent de faire tourner un processeur d'ordi ultra puissant sans ventilateur. C'est exactement l'analogie qui m'est venue. Au début, ça brille super fort, c'est génial, et puis la diode génère de la chaleur, elle peut pas s'échapper, et le truc cuit de l'intérieur. Les performances s'effondrent, la couleur dérive et la durée de vie est divisée par 3. Le métal du profilet, c'est un dissipateur thermique obligatoire. En plus, ça cache les points lumineux moches avec un diffuseur. Ouais. Donc la chaleur dicte la survie du matériel. Mais il y a un ennemi encore pire dans nos maisons, c'est l'eau. Et là, l'ingénierie lumineuse bascule du design vers la sécurité pure dès qu'on entre dans la salle de bain. La salle de bain, c'est la zone hostile par excellence. Un luminaire standard qui n'est pas étanche, placé près d'une douche, c'est juste une bombe à retardement. Faut respecter les indices IP, genre IP44 minimum ou IP65 près de l'eau. J'imagine que c'est à cause des éclaboussures directes, non? Même pas seulement. C'est surtout la vapeur. Une douche chaude sature l'air. Cette vapeur microscopique rentre dans le moindre interstice du luminaire Ah ouais? et en refroidissant, ça condense. Ça fait des gouttelettes d'eau direct sur les circuits et les fils. L'eau conduit l'électricité, donc ça crée un pont électrique. Ça va du simple court-circuit jusqu'au départ d'incendie ou pire, l'électrocution. Rassurant. Et cette idée de la lumière comme gardienne de notre sécurité, ça prend tout son sens dans les lieux publics avec les BAES, les blocs de sécurité. Les petits boîtiers verts au-dessus des portes, Voilà, on les calcule jamais, mais ils ont des batteries qui garantissent une heure d'éclairage, même si tout le réseau électrique de la ville saute. Sans ça, une évacuation dans le noir devient un mouvement de panique mortel. c'est fou comme un simple point lumineux structure notre niveau de panique, ouais. C'est net. Et ça nous amène à l'influence de la lumière sur notre physiologie tous les jours. Une fois qu'on a géré la sécurité et la physique, on entre dans l'art des couches lumineuses. Le fameux layering. Faut arrêter de voir la lumière comme un gros interrupteur qui inonde la pièce. On superpose des fonctions. Le manuel parle de 4 couches pour le salon. Une couche de base douce, juste pour marcher sans se cogner. Une couche d'accentuation, genre un spot sur un tableau. Une couche d'ambiance, comme un ruban LED caché dans une corniche. Et enfin, une couche décorative, une belle lampe qui sert presque à rien à part faire joli. C'est la recette magique. Mais là où ça devient vraiment dingue, c'est l'application de ces strates dans les bureaux. Le fameux Human-Centric Lighting, l'éclairage centré sur l'humain. Là, on n'est plus dans la déco, on contrôle le rythme biologique des employés. Les chiffres sont hallucinants. Mettre ce système en place, ça fait monter la productivité de 12% et chuter l'absentéisme de plus de 20%. Et comment ils font? Ils font muter la lumière. Ouais, selon l'heure de la journée. C'est ça. Le matin, ils bombardent à 5000 Kelvin, très froid. À midi, on descend à 4000. Et en fin de journée, on bascule sur du 3000, chaud et apaisant. En lisant ça, je me suis dit, mais c'est du dopage d'entreprise légale, non? On pirate l'horloge biologique des gens avec des photons. C'est littéralement du piratage, ouais. Mais faut voir ça comme une réparation des dégâts de l'ancien éclairage de bureau. Avant, on avait des vieux tubes fluorescents figés sur un blanc froid toute la journée. L'horreur des années 90. Voilà. Et biologiquement, quand ton œil capte cette lumière bleue de 5000 Kelvin, il envoie un signal au cerveau pour bloquer la mélatonine, l'hormone du sommeil,
et produire du cortisol, l'hormone de l'éveil. Donc les vieux néons maintenaient les employés en état d'alerte chimique perpétuelle même à 17 heures. C'est ça, le corps croyait qu'il était midi en permanence, les gens rentraient chez eux épuisés nerveusement mais n'arrivaient pas à dormir. Le nouvel éclairage, il imite juste le soleil. Et ça va hyper loin, le manuel parle de capteurs intelligents. Ouais, le système DALI ou KNX, les plafonniers lisent la lumière du soleil. Si un gros nuage passe, les LED montent en intensité de manière invisible pour compenser. Et ça réduit la facture de moitié, c'est bluffant. D'ailleurs, cette fonctionnalité chirurgicale, on la retrouve aussi dans les cuisines résidentielles, avec un concept que j'adore, l'hygiène visuelle. Ah oui, l'éclairage des plans de travail. Le manuel exige de placer le ruban LED sous les placards, mais à exactement 5 cm du bord extérieur, pas au fond contre le mur. Parce que la lumière doit tomber à la verticale. Voilà, ça crée une ombre dure derrière la moindre miette ou goutte d'eau. C'est cette ombre microscopique qui permet à l'œil de repérer la saleté. Sans ça, avec une lumière diffuse, tu nettoies à l'aveugle. Tout est lié à la géométrie et à l'environnement. D'ailleurs, le gros du boulot d'un éclairagiste, c'est de se battre contre les couleurs choisies par les architectes. Oh oui, le facteur de réflectance. Le fameux RAW. C'est terrible ça. La lumière n'existe visuellement que quand elle rebondit sur un truc. L'exemple du manuel est brutal. Un plafond blanc mat, ça agit comme un miroir, ça te renvoie 80% de la lumière. Mais si l'architecte décide de peindre ce plafond en gris anthracite foncé, L'enfer. ça renvoie plus que 10%. Le plafond sombre, c'est comme une éponge géante qui boit littéralement la lumière. La peinture noire absorbe les photons et les transforme en chaleur. Du coup, pour compenser, le designer doit rajouter 40% de luminaire en plus. Tu satures la pièce pour compenser ce qui meurt sur le plafond sombre. Et encore, ça c'est la théorie à l'état neuf. Faut rajouter le facteur de maintenance. La poussière. Ah oui, la saleté. Dans un bâtiment industriel ou agricole, une petite couche de poussière sur les lampes peut te manger la moitié de la puissance lumineuse. La lumière bloque mécaniquement sur la grasse. C'est pour ça qu'on utilise des logiciels de fou comme Dialux Evo. T'es presque dans l'ingénierie spatiale. Tu modélises en 3D, tu simules la poussière, l'absorption des murs. Et les cartes de chaleur pour éviter le pire ennemi du bureau, l'éblouissement. Le fameux indice UGR. S'il est au-dessus de 19 dans un bureau, c'est mort. L'inconfort vient souvent du fait qu'une lampe forte entre dans ta vision périphérique, même si tu la regardes pas. C'est ce qui force le muscle de l'iris à se contracter et se dilater non-stop, créant les migraines. C'est hyper physique en fait. C'est de la micro-gymnastique musculaire. Le logiciel te permet de bouger la lampe de 2 cm pour régler le problème. C'est dingue. Bon, une fois qu'on a géré la poussière, l'éblouissement, les maths, on arrive au but ultime, sculpter l'émotion. Et là, c'est la hiérarchie lumineuse, le contraste 3 pour 1. La base de la scénographie. L'œil est attiré par ce qui brille. Donc si tu veux mettre en valeur une cheminée, la lumière sur la cheminée doit être 3 fois plus forte que l'ambiance de la pièce. Ça guide le regard sans être agressif. Et le placement de la source change tout. Grave. La lumière rasante. Si tu mets une lumière à moins de 30 degrés d'un mur en brique, ça accroche chaque relief, ça fait des ombres incroyables. Rien à voir avec une lumière uniforme qui aplatit tout, en mode clinique. Et pourtant, c'est ce que font beaucoup de gens chez eux, l'effet gruyère au plafond. Ah, ce passage m'a fait hurler de rire. On l'a tous vu ça à la maison rénovée où le mec a mis 25 spots alignés en gris dans le faux plafond. Une tranche de fromage suisse. C'est immonde! T'as une lumière crue, écrasante, aucune ombre pour reposer l'œil. Mais du coup, face à un client qui pense que plus il y a de spots, mieux c'est. Le pro fait comment pour vendre l'approche subtile? C'est le cœur de la relation client. Tu vends pas des watts, tu vends une émotion, un mode de vie. Tu lui dis, imaginez que vous rentrez le soir, crevé, et seule la bibliothèque a une lumière chaude, avec une petite lampe sur le canapé. Tu lui vends la relaxation neurobiologique en fait. Exactement. Et tu mets des variateurs, des scénarios préprogrammés, un bouton et tu passes de l'ambiance cocooning à l'ambiance grand ménage. C'est génial. En fait, ce que cette plongée de 150 pages nous montre, c'est que ce qu'on prend pour un bête interrupteur en plastique, c'est l'aboutissement de calculs de réfraction, de la gestion de la crasse et du piratage de notre horloge interne. C'est un dialogue hyper complexe entre la physique et notre biologie. Ce qui m'amène à une dernière pensée, un peu vertigineuse. Si notre corps et notre cerveau sont si malléables face à la température de ces diodes, vers quoi on va? Est-ce que dans quelques décennies, avec la réalité virtuelle, on construira des villes entières sans aucune fenêtre? Ouh, le concept dystopique. Ouais. Des plafonds tapissés de LED ultra intelligentes qui créeront des faux soleils tellement parfaits qu'ils dicteront chimiquement notre humeur de la naissance à la mort.
Au point où cette lumière artificielle sera considérée comme plus parfaite et saine que la lumière chaotique de notre vrai soleil. C'est tout à fait possible techniquement. C'est une pensée fascinante, à méditer la prochaine fois qu'on allumera innocemment la lampe de son bureau.